2017, ça va nous arriver aussi plus tard, mais c'est juste pour expliquer, on est sur la Coupe d'Afrique 2019, donc je parle tout ce qui est antérieur à 2019. On n'a pas de victoire, on a du mal à gagner en dehors de l'Algérie depuis, je pense, plus de 3 ans. En 2018, j'arrive, donc 3 ans auparavant, pendant 3 années, nous ne ramenons pas de points en dehors de l'Algérie, ce qui est vraiment problématique si on aspire à avoir des résultats et gagner des trophées. Donc, ce que je dis, d'où l'importance de trouver des réponses si on a pour objectif, en venant dans cette équipe nationale, de remporter des titres. Et c'est ce qui était mon objectif. Il ne s'agissait pas de venir et d'être un coach de plus, rejoindre cette longue liste de coachs dont je viens de vous citer, des 6 coachs, que ce soit Vahid Halilhodzic, Gourcuff, le Serbe, c'était qui était venu, le Serbe, je ne me rappelle plus de son nom, Alcaraz, Madjer, Likens, donc tous ces entraîneurs, être un entraîneur de plus qui rentre dans cette mauvaise spirale de résultats négatifs. Donc, quelles sont les réponses à tout ce que je viens de citer au préalable? Voilà d'où part mon raisonnement, et il va falloir trouver des réponses. Donc, comme je le dis souvent, il y a eu un diagnostic qui devait être fait. Un diagnostic qui devait être fait et on devait trouver la réponse ou on va dire, la réponse à tous ces mots, ce mal au pluriel, à tous ces mots, et comment on allait pouvoir changer cette situation et devenir cette équipe qui allait être champion 2019, un an plus tard. Donc, les premières des s'il vous plaît, la première des choses, c'est que j'ai été joueur de l'équipe nationale d'Algérie et malgré toutes mes années de coaching avant d'arriver à la sélection, j'ai toujours observé l'équipe nationale, évidemment, en tant qu'Algérien, ça c'est sûr, et en tant qu'ex-joueur de l'équipe nationale, j'ai toujours été intéressé, plus qu'intéressé, par l'évolution de notre équipe nationale. Donc, j'avais déjà une certaine forme d'analyse d'un point de vue jeu. Après, je ne connaissais pas l'intérieur de ce groupe-là, mais déjà d'un point de vue football, d'un point de vue purement football ou purement technique, j'avais déjà une vraie idée de la composante de l'équipe nationale, des joueurs, ce qui m'a beaucoup aidé et c'est avec ça que j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai estimé que pour faire ce diagnostic et savoir quelle est la vraie problématique de tous les points que je venais de citer, puisqu'on avait déjà cette intention d'aller gagner, c'était mon objectif, je vous l'ai dit, on a commencé par faire évidemment des réunions. Une réunion principalement qui pour moi a été capitale, avant même de parler de système tactique, avant même de parler de fond de jeu, de principe de jeu, c'est d'abord savoir quel était le mal profond de cette équipe nationale. Donc nous sommes passés par une vraie réunion où les choses ont été mises à plat, où j'ai fait ce que je ne fais pas, j'ai fait ce que je ne fais pas aujourd'hui, à savoir laisser plutôt parler les joueurs, les laisser intervenir, les laisser expliquer. Pour moi, il ne sert à rien d'aller parler déjà de philosophie, de principe de jeu, quand on ne sait même pas quel est le mal de cette équipe-là.
on a pu changer, on le verra par la suite, certains éléments ou certains joueurs importants de cette équipe nationale, mais il était hors de question et pas possible, on n'a pas ce réservoir-là de toute manière, et d'ailleurs ça aurait été un gros gâchis, parce qu'on avait beaucoup de joueurs de qualité, il était impossible de changer tout un groupe, donc il fallait savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de ce groupe. Donc on a pris le temps de laisser s'exprimer ce groupe de joueurs, et il s'est avéré qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je trouve que c'est une démarche, elle vous paraît peut-être quand je vous le dis comme ça, facile, simple, logique, mais il semblerait que cette démarche-là n'avait jamais été faite de la manière dont elle a été faite, en tous les cas avec nous, à savoir, on a vraiment laissé parler les joueurs. De là, on est ressorti plein de choses. Donc, je vais vous les donner un petit peu, vous allez comprendre un petit peu, vous allez comprendre via ce qui est sorti de cette réunion, le mal-être en tous les cas de cette équipe nationale. Et pour moi, c'était essentiel de crever l'abcès, d'aller savoir quel est avant de se soigner, vous avez besoin de savoir quels sont les médicaments, quelle est la maladie que vous avez. Ensuite, on va vous donner les médicaments, on va vous donner le protocole ou le traitement adéquat pour soigner cette maladie. Donc déjà, j'avais par exemple dans ce groupe-là un véritable traumatisme collectif dû aux échecs respectifs. Je vous l'ai dit, on était 14e au classement FIFA, ça faisait depuis 2014 à 2018 où on allait d'échec en échec, d'instabilité d'entraîneur, voilà. Donc il y avait déjà un véritable traumatisme qui peut-être empêchait aux joueurs de se donner pleinement, de donner la meilleure version d'eux-mêmes. Donc ça s'est matérialisé par des mots. Les joueurs sont intervenus et ils ont expliqué ça. Et ils ont montré à quel point ils étaient traumatisés, qu'ils avaient peut-être même peur. Qu'on a tout, par exemple, le stade du 5 juillet d'Al-Shra. Imaginez-vous, pour des joueurs d'aller jouer d'Al-Shra, comment il est difficile. Rappelez-vous de ce match contre le Cap-Vert qui a été catastrophique, qui était à domicile, se faire battre comme ça par cette équipe du Cap-Vert, au 5 juillet, où vraiment on a senti une équipe complètement désœuvrée, complètement, n'ayons pas peur des mots, cassée, d'où l'importance de traiter ça. Ensuite, il y avait ce sentiment dans ce groupe-là, sentiment de culpabilité, un sentiment de culpabilité vis-à-vis du peuple qui attendait des résultats, un sentiment de culpabilité vis-à-vis des familles, parce que n'oublions pas que quand les joueurs jouent, il y a toutes les familles qui sont attentives et qui attendent, j'imagine que vous l'avez été devant les matchs de l'équipe nationale, qui attendent des résultats, qui attendent de pouvoir jubiler. Et donc ces joueurs-là avaient ce sentiment de culpabilité. Certains avaient c'est tout ce qui est ressorti de cette réunion qui est pour moi la clé de pas mal de choses. Certains étaient déconnectés de l'importance de l'équipe nationale, qui ne savaient pas ce que représentait cette équipe nationale. Et donc si tu sais pas tout ça, tu n'as pas comment dire le plein tu t'investissais pas comme il se devait. Il faut savoir ce qu'est l'histoire de cette équipe nationale, ce qu'elle représente pour le pays, ce qu'elle représente pour beaucoup de notre population, pour pouvoir se donner pleinement, ce qui n'était pas le cas. J'ai trouvé un groupe, via les interventions des uns et des autres, désunis, avec un énorme manque de solidarité. Il y avait même des ressentiments les uns des autres, les uns par rapport aux autres. Comment peut-on obtenir des résultats si on n'a pas cette énorme solidarité, énorme solidarité les uns avec les autres. Important que l'on doit avoir
quand on vient rejoindre cette équipe nationale, parce que le continent, parce que l'Afrique, parce que la difficulté du football en Afrique, vous le connaissez, le climat, les terrains, les arbitres, c'est cette triplette qui est difficile. Quand je vous ai dit que ça faisait pendant 3 ans qu'on n'était pas capable de ramener une victoire, je pense que c'est sur nos 8 ou 9 dernières sorties, on a 7 victoires, une défaite contre la Suède et ce match nul contre l'Égypte. Donc déjà, il y a une mentalité qui a changé. Vous savez, il y a beaucoup de joueurs issus de ce qu'on appelle les binationaux. Il y a toujours les termes sont toujours un petit peu durs. Des binationaux, je suis issu de ça, issu de cette immigration, quoi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a les tenants et les aboutissants de ce que représente cette équipe nationale. Donc, on les appelle souvent, on vient, on ramène notre sac, je vous l'ai fait grossièrement. Arriver, jouer en équipe nationale, et tu repars chez toi. Ou tu repars là d'où tu viens. Généralement, une majorité venait d'Europe. Donc, il était important aussi qu'ils sachent la valeur de cette sélection et son aspect unique et son histoire. Donc, nous avons par exemple procédé en montrant un très beau magazine, un très beau reportage sur l'équipe du FLN avec des vraies images, parce que c'est ça qui parle à cette jeunesse, avec des vraies images de nos joueurs, de nos prédécesseurs, de nos vaillants prédécesseurs qui, à leur manière et via le football, ont leur part de mérite dans notre évolution. Pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller vraiment découvrir ce qu'ont fait nos anciens joueurs, que ce soit Merloufi, Zitouni, Allah yarhamhum, pour ceux qui sont décédés, et pour ceux qui sont encore en vie, Allah yatawaffa amrhum, ils ont fait des sacrifices extraordinaires. Et donc on a des images par rapport à ça. On voit par exemple quand ils sont tous quittés leur carrière énorme qui les attendait. Un Rachid Merloufi et un Zitouni devaient jouer la Coupe du Monde 1958 en Suède, je pense, avec l'équipe de France. Donc c'était des joueurs importants de l'Europe. C'était parmi les meilleurs joueurs d'Europe. Un Zitouni était, pour parler, je pense, avec le Real Madrid, je ne sais pas si je ne me trompe pas dans les époques, mais je crois de Di Stefano, de la grande équipe, les grandes équipes du Real Madrid. Rachid Merloufi était un des meilleurs joueurs. J'ai eu un petit exemple, j'ai eu comme entraîneur adjoint un joueur qui a joué, un Français, il s'appelle Georges Prost, qui a joué contre Rachid Merloufi. Il jouait à l'Olympique Lyonnais contre Rachid Merloufi qui jouait à Saint-Etienne. Donc c'était le derby. Et en plus, c'était son adversaire direct, puisque il m'a dit, quand j'ai parlé de Rachid Merloufi avec lui, il m'a dit par exemple que c'était l'équivalent d'un Zidane aujourd'hui. Au moment où je lui parlais, c'était il y a 10-15 ans. Donc Zidane joue encore, je crois. Donc il me disait que c'était l'équivalent d'un Zidane, Rachid Merloufi. Donc c'était des joueurs d'une stature, d'un niveau extraordinaire, qui seraient rentrés dans la légende des grands joueurs du football mondial. Et bien ces gens-là ont tout lâché pour venir mettre en évidence cette cause, la cause algérienne, la révolution algérienne. Donc il est important de montrer à tous nos joueurs, leur dire voilà ce dont vous avez hérité. Ça c'est important, c'était pour moi crucial qu'ils comprennent ça. Donc les mots, là je vous explique quelque chose, ça vous parle à certains, peut-être à d'autres ça parle moins. Et ben, par exemple, quand vous voyez les images, et quand on voit vraiment des vraies belles images en noir et blanc, c'est un soir, par exemple, je vous donne juste ce petit détail, qui n'en est pas un en fait. Un soir, ils se sont organisés pour que tous ces joueurs, ils étaient à peu près une quinzaine ou une vingtaine, hein, je vous ai sorti les noms les plus marquants, mais ils étaient une quinzaine ou une vingtaine, je ne voudrais pas les oublier. Un soir, ils se sont tous mis d'accord pour partir après une journée de championnat de France. Tous ont pris différents trajets pour tous se rejoindre en Tunisie. Donc c'est comme une sorte de belle échappée comme ça, avec énormément de prise de risque. Et donc, quand on voit ces images-là et qu'on voit les sacrifices qu'ils ont faits, aujourd'hui, quand tu réalises ça, tu ne vois plus l'équipe nationale de la même manière. Et donc, ton investissement devient obligatoirement différent pour ceux qui veulent encore rester dans ce groupe-là. Parce que vous allez comprendre qu'après, l'idée c'était de construire un groupe, bâtir un groupe solidaire, homogène, qui tire dans le même sens,
qui ont compris là où on veut aller, et là où on voulait aller, c'était la victoire. Là où on voulait aller, c'était ramener un trophée. On l'a dit notamment dans nos premières interventions, dans nos premières conférences de presse. On m'a même fait passer pour un fou. Bon, c'était un peu de la folie d'annoncer qu'on va aller gagner une Coupe d'Afrique quand on n'en a jamais gagné à l'extérieur du pays. On en avait gagné en 1990. Et là, on parlait comment allons gagner une Coupe d'Afrique à l'extérieur du pays quand on n'arrivait pas à gagner un match à l'extérieur du pays. Donc ça aussi, ça faisait partie d'une stratégie. Et cette stratégie, elle avait un lien avec... elle était peut-être un peu risquée. C'était peut-être mettre un peu trop de pression sur nos épaules, me mettre de la pression déjà à moi, puisque j'annonce quelque chose que l'on n'a jamais fait. Mais c'était une manière de dire aux gars, à partir de maintenant, c'est fini. À partir de maintenant, on va penser différemment. On ne va pas penser à essayer de gagner, à battre les Seychelles, avec tout le respect que j'ai pour eux, à l'extérieur. Et Inch'Allah, non, à partir de maintenant, on va aller dans un autre pays qui n'est pas le nôtre, et on va aller gagner, on va aller remporter une Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, j'ai la prétention de pouvoir parler comme ça peut paraître prétentieux, mais c'est ce qu'on a annoncé au moment où on était 14e au classement CAF, à ma première conférence de presse. Je vous invite à aller la voir. Donc instaurer cette culture de la victoire, mettre ça dans les mentalités, mettre ça dans les états d'esprit, et dire qu'à partir de maintenant, ça va être autre chose. Chaque match va être pris avec, le maximum d'investissement, de concentration à tous les niveaux. Alors il y a ceux qui ont compris ce message, il y a ceux qui ont été sensibles à ce message, et il y a ceux qui ne l'ont pas, et à ceux, on ne peut pas faire l'unanimité. Il y en a, ils n'ont pas compris, il y en a, n'ont pas adhéré, ils n'ont pas été sensibles à tout ça, ils se sont exclus naturellement, j'ai envie de dire. Et voilà que les choses se réorganisent, voilà qu'on insuffle un sang nouveau, où on laisse maintenant apparaître, où les cartes sont redistribuées. Je vous ai dit qu'avec cette équipe-là avant, avait été d'une certaine manière pris en otage par certains des cadres qui s'estimaient être, c'est nous les propriétaires quasiment de cette équipe nationale, sans même donner de résultats, donc ça c'était fini. Ça, on avait cassé ce fonctionnement-là, et on a permis à des joueurs de se dire, voilà, maintenant c'est possible. Maintenant, on va être jugé en fonction de nos performances, que ce soit en club, et quand on en aura l'opportunité en équipe nationale. Donc, il y a eu l'avènement de certains joueurs qui ont eu une importance considérable dans ce résultat de 2019. Je vais citer des joueurs pour que vous ayez une idée claire de ce que je raconte. Des Youssef Blaili, des Jamel Belhamri, et pas que des joueurs issus du pays, même des Ismaël Benasser. Il faut savoir que Ismaël Benasser, qui est un joueur incontournable, Allah yashafih, ala kulli hal, qui est un joueur incontournable de cette équipe nationale, un joueur très important de cette équipe nationale d'Algérie. Il faut savoir qu'avant 2019, il avait quasiment 0 match en équipe nationale. On a l'impression qu'il a toujours été là parce qu'il a été tellement important dans cette Coupe d'Afrique 2019, dans laquelle il a été meilleur joueur de la Coupe d'Afrique, au détriment d'un Salah, d'un Mahrez, d'un Mané, qui étaient parmi les meilleurs joueurs au monde à ce moment-là. Donc il a été meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique. Il avait 0 match en équipe nationale. Il a commencé à jouer, notamment dans le match, dans la préparation au Qatar, on y reviendra tout à l'heure. Donc instaurer cet esprit de la gagne, coûte que coûte, instaurer cette culture du travail et de l'investissement à part entière. Ce que je leur dis, ce que je leur disais aux joueurs, vous avez un certain investissement dans vos clubs, et il est légitime puisque c'est votre carrière et c'est votre métier, et c'est de là que vous tirez votre subsistance et vos salaires. Je veux que vous ayez absolument la même chose, au moins en équipe nationale. Et ça, c'était pas quelque chose de gagné d'avance. On a mis en place l'idée qu'une carrière, elle était, quand on en avait la chance d'être international, elle avait 2 volets qui étaient indissociables. Alors il y avait le club, sur lequel il n'y a aucun problème. Nous travaillons avec les clubs, c'est avec les clubs que l'on réussit d'ailleurs, il faut avoir une proximité avec les clubs. Et vous avez une carrière internationale. Donc ce n'était pas quelque chose sur lequel on pouvait négocier.
se dire je donne d'une certaine manière avec un club et moi en équipe nationale. Ceux qui sont les suiveurs de cette équipe nationale peuvent le comprendre. On a eu les visages de certains avant 2018 et après 2018, de certains joueurs qui étaient pointés du doigt pour avoir un certain niveau de performance dans leur club et un niveau de performance complètement différent en équipe nationale. Ça devait changer. Voilà, redonner confiance à des joueurs dont on savait qu'ils avaient un potentiel énorme. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui nous viennent de suite en tête, qui ne donnaient pas assez, qu'on avait l'impression d'avoir comme une sorte de talent gâché ou une incompréhension, en tout cas du public, quand ils les voyaient jouer dans la semaine en club ou le week-end, et quand ils arrivaient jouer en équipe nationale, on voyait quasiment deux joueurs différents. Je vais donner un exemple, par exemple, un Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il était même certaines fois décrié en sélection, qu'on voyait un joueur, voilà, il n'avait pas eu cette importance avant la Coupe d'Afrique 2019 et après la Coupe d'Afrique 2019, son statut a complètement changé. C'est un joueur sur lequel on a beaucoup travaillé sur l'aspect justement psychologique. Alors je voulais alors redonner confiance, alors dire qu'on a conscience de vos qualités, on a conscience, mais voilà, maintenant il s'agit via tout ce qu'on met en place, de donner la pleine mesure de vos qualités. Par exemple, lui donner cette responsabilité du brassard, quand on sait qu'un Riyad n'est pas le plus communicant, ou il y a plusieurs formes de capitaine. Un Zidane n'était pas aussi un grand communicant, n'était pas un grand leader tel qu'on l'imagine, par exemple comme un Didier Deschamps, qui est un aboyeur, qui parle beaucoup. Non, Zidane était quelqu'un de plutôt calme, plutôt réservé, et pourtant il avait une telle influence sur ses coéquipiers qui lui ont permis de gagner des grands titres. Riyad, c'est pareil. Ça allait être notre leader technique à laquelle on allait donner beaucoup de responsabilités et sur lesquelles il allait. Donc nous notre rôle, on l'a fait. On lui a permis d'avoir cette importance de cette équipe. Après, il s'agissait à lui de s'investir plus et de faire ce qu'il a fait, et tout ce qui s'ensuit. D'un point de vue après, pour parler maintenant précisément, après tout ça, il s'agissait évidemment de se qualifier avant de penser à gagner de la Coupe d'Afrique. Quand en septembre 2018, j'ai fait ma première intervention, je dis on va d'abord se qualifier à la Coupe d'Afrique, d'abord, parce que c'était pas évident. Il y avait eu qu'un match avant moi, un match que Alcaraz avait fait, il en restait 5. Donc il était tout sauf évident de se qualifier. Après s'être qualifié, il fallait penser on allait aller en Égypte pour gagner. Donc, cette année, entre juillet 2018 et juillet 2019, nous acquérons beaucoup de choses avec le temps. On passe par plusieurs étapes. Il y a eu des matchs qui nous ont permis de rectifier le tir, sur lesquels on a quelque part. C'est comme ça que procède un entraîneur, un sélectionneur. Un sélectionneur est avant tout un entraîneur. On part avec des systèmes tactiques. On part avec certains joueurs, on rectifie en fonction du rendu d'un match. On a démarré par exemple par la Gambie, dans des conditions catastrophiques. On joue contre le Bénin à domicile. Voilà, c'est mes premiers matchs, ça. On rectifie, après on va au Bénin, et les choses s'évoluent comme ça. Et puis on a un match entre guillemets référence qui pour moi a une importance considérable sur le succès qu'à l'arrivée de la CAN 2019. C'est ce match contre le Togo en novembre 2018 où on obtient notre qualification là-bas avec brio. On met 4 buts dans des conditions pareilles, je dis bien catastrophiques, où on joue je pense à 14h ou 15h dans un climat où il fait très chaud, beaucoup d'humidité, un terrain aussi synthétique, mais c'est comme le iPhone, on en est au 15 je pense là, là c'était iPhone moins 15, c'était synthétique, c'était pas la nouvelle génération, c'était vraiment très 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 loin. Donc des conditions aussi catastrophiques. Et là on répond présent, on fait un gros match et il y a l'avènement de certains joueurs. Bardad Bounedjah, Youssef Blaili, Jamel Belhamri, des joueurs qui ont eu une importance considérable sur le succès de 2019. Donc il y a des choses, tout se fait par étapes et tout se fait en fonction des différents, quelque part, tests que l'on mène. Ça nous amène ensuite à la préparation d'avant-CAN, sur lesquelles a été pour moi une belle préparation
ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est une garantie d'avoir mis tous les éléments dans tout ce qu'il fallait pour pouvoir être prêt. Donc on part au Qatar dans des conditions climatiques qui sont similaires à celles qu'on allait trouver en Égypte, encore plus chaud même, puisqu'on était au mois de juin. On fait un stage de grande qualité, malgré 2 matchs difficiles. On fait 2 matchs de préparation qui vont... Un match, je crois, contre le Burundi où on fait match nul, un match contre le Mali où on gagne dans la difficulté aussi. On joue dans des stades qui sont normalement, je connais bien le pays, climatisés, on coupe la climatisation, donc on joue dans des conditions atroces d'à peu près 35 degrés, quelque chose comme ça, 35 degrés avec un taux d'humidité. Regardez la météo au mois de juin au Qatar, vous allez voir, ça peut monter jusqu'à 45 degrés dans la journée. Donc le soir, on est dans du 35 degrés, autour des 35 degrés. Donc on les met vraiment dans des conditions qu'ils allaient retrouver en Égypte. Nous voilà et puis on l'a trouvé, puisque si vous vous souvenez du match du quart de finale contre la Côte d'Ivoire, oui, à Suez, quand on avait fait toute notre phase de poule, et le 8e de finale, on l'avait fait au Caire, nous sommes partis jouer le quart à Suez, dans des conditions presque similaires au Qatar, et là, à ce moment-là, ça nous a servi, parce qu'il faisait une humidité extraordinaire, donc on était déjà rodés à ça. Donc la préparation d'un événement sportif ou d'un tournoi sportif, tel qu'une CAN ou une Coupe du Monde, est essentielle. Chose que l'on n'a pas fait, par exemple, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pourrais aussi venir parler un jour de notre échec de 2021 ou la Coupe d'Afrique au Cameroun, je n'ai pas de souci avec ça. Mais en tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire que la préparation n'a pas été la même, n'a pas du tout été la même. Donc la préparation a été un élément essentiel. La planification des conditions de vie aussi, de ce qu'on allait trouver en Égypte, a été aussi la clé. Là aussi, une clé, les joueurs vivant autour d'un mois et demi entre le Qatar, la préparation Qatar et le temps en Égypte, à peu près un mois et demi ensemble, ils nous font des conditions de vie qui sont adéquates aux sportifs de haut niveau. Donc, ne pas se tromper. Donc, c'est beaucoup d'études autour d'un staff où tout le monde, c'est pour ça le résultat. Aujourd'hui, je viens parler d'un résultat que tout un groupe, joueurs, staff technique, staff médical, staff administratif, donc je suis juste leur représentant, j'en suis pas le principal, on est beaucoup à avoir travaillé dans le truc, donc il y a eu cet aspect logistique qui a été aussi très important. Une étude approfondie de l'adversaire, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est aussi la clé de ces succès-là, et on a été, sans prétention aucune, très bon là-dessus. Voilà, après, voilà plus ou moins un peu les éléments qui ont permis pour moi ce succès à cette CAN 2019. Après, je ne sais pas si on est déjà combien de temps, 5 minutes. Voilà. Donc après, on a le... Bon, on est tombé pile poil alors. Après, on a à mettre en place maintenant ce qui est purement technique. Mais je vous citerai par exemple, je vous invite à aller lire son livre, Alex Ferguson, qui est une référence quand même du football mondial, être resté aussi longtemps dans un grand club comme Manchester United, 25 ans à peu près, avoir tout gagné, il devient une référence, un maître en la matière. Donc par exemple, quand il vous dit, qu'un Alex Ferguson vous dit, lui, énormément de coachs le disent aussi, un Mourinho est adepte de ce que je vais vous dire là, ce travail de proximité et ce travail psychologique avec les joueurs. Et pour moi, Alex Ferguson dit que c'est 70%, 75% des résultats. Donc, vous obtenez des joueurs internationaux. C'est pas comme si on était dans un club, ou ce n'est pas comme si on était dans un centre de formation. Et donc, on est dans d'autres éléments. Il y a un aspect psychologique, mais on est plus déjà dans l'apprentissage technico-tactique, physique de ces joueurs-là, quand on est dans les catégories de jeunes. Et malgré ça, il y a un volet psychologique qui est essentiel. Mais quand on arrive au très haut niveau, l'équipe nationale est le très haut niveau, puisque c'est la crème des crèmes d'une nation. On n'a pas trop à leur apprendre tout ce qui est technico-tactique. On a à mettre en place un système, ça je vais y revenir. On a à mettre en place un fond de jeu, des principes de jeu, je vais y revenir. Avant tout ça, ils sont déjà rodés. Eux, ils vont suivre ce que vous allez leur dire. Mais pour qu'ils le suivent et qu'ils soient convaincus par rapport à ça,
ils ont le qana'a de ce qu'on leur dit. Parce qu'il faut savoir que ces joueurs-là, de cette génération-là, sont très très investis dans ce qui est du message que les entraîneurs, que les coachs leur délivrent. Quand vous avez un Riyad Mahrez qui travaille avec un Pep Guardiola, il ne s'agirait pas que moi j'arrive devant lui et que je lui sors des inepties ou je lui sors des choses qui n'ont rien à voir avec le football de haut niveau. Il est tous les jours au contact d'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps du football. Donc vous comprendrez qu'il faut se mettre au niveau. Je vous ai sorti l'exemple ultime. Donc il y a ce travail psychologique à faire avec ces joueurs-là. Je vous ai parlé de tout à l'heure, de la confiance à leur redonner, tout ça et tout, et l'investissement qu'ils doivent mettre. Et aussi, pour moi, croire et comprendre et adhérer au principe de jeu que vous allez mettre en place. Alors nous, par exemple, moi je parle d'un système de jeu, vous savez tous ce qu'est un système de jeu, qui peut être pour certains coachs variable d'une équipe à d'autres, en fonction des clubs qu'ils coachent, parce qu'en fonction des clubs où tu vas, tu n'as pas la patte. Pour la plupart des entraîneurs, 80% des entraîneurs n'ont pas la main mise sur le recrutement. Il n'y a que quelques entraîneurs qui ont la main mise sur le recrutement parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Je ne pense pas qu'on peut dire à un Pep Guardiola ou à un Ancelotti ou à un Mourinho, je ne pense pas qu'on peut leur imposer des joueurs à ces gens-là. Mais la plupart des entraîneurs ne sont pas ni Mourinho ni Pep. Donc ceux-là font avec le groupe qui est mis en place dès qu'ils arrivent. Donc, en fonction du groupe que vous avez, en fonction des profils des joueurs que vous avez, vous devez mettre, et en fonction de vos convictions et de votre feeling et de votre perception du football tel qu'il doit se jouer. Alors, il y a des entraîneurs, par exemple, qui viennent et qui sont purement et qui pensent qu'ils doivent déjà s'imposer via, par exemple, une idée très défensive du football et se dire que d'abord nous devons très très bien défendre et de toute manière avec les joueurs que l'on a, parce que c'est très important, tu peux pas dire je vais pratiquer un jeu de possession tel qu'il est pratiqué par exemple en Espagne ou truc, alors que j'ai pas de joueurs qui ont ce profil-là en arrivant dans des clubs. Donc il y a une intelligence et une réflexion à avoir en fonction des joueurs que vous avez, du groupe que vous avez, de se dire voilà, avec ça je vais pouvoir jouer comme ça, ou je vais devoir jouer comme ça. Donc moi je suis sélectionneur, pour revenir à moi je suis sélectionneur, j'ai la capacité de dire je vais sélectionner tel joueur parce qu'il correspond un peu à l'idée du football que je veux mettre en place et le système de jeu que je veux mettre en place. J'ai entre guillemets ce privilège-là, même s'il est limité, parce que vous savez tous qu'on n'a pas un réservoir, quand on parle de joueurs, on n'a pas un réservoir, on n'a pas 3 joueurs, 4 joueurs par poste. Pour ceux qui suivent l'équipe nationale, vous savez qu'à certains postes, certes nous avons pas mal de joueurs, dans d'autres, pas mal de choix, sur d'autres postes, on est très 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 limité. Et s'il nous arrive un pépin, on est tout de suite dans la difficulté sur certains postes. Donc, j'ai ce privilège-là, mais un privilège limité, de pouvoir mettre en place mon système de jeu. Donc un système de jeu, c'est, je sais pas, c'est du 4-3-3, c'est du 4-2-3-1, et c'est un peu là que ça s'est joué un petit peu c'est mes systèmes de jeu préférentiels. Alors pourquoi préférentiels ? Ben, c'est la vision que j'ai du football, c'est tout ce que regroupe ces systèmes me parle, peut-être parce que j'ai joué dans ces systèmes-là, peut-être parce que j'ai entraîné dans ces systèmes-là et j'ai gagné dans ces systèmes-là, qui fait que je suis peut-être attaché à ce système-là. Je vous reparle pour imager ce que je dis, je vous reparle d'un maître en la matière, Alex Ferguson. Si vous regardez son histoire, c'est 25 ans, et d'un Arsène Wenger. C'est 25 ans de même club, donc de la haute performance et du très très haut niveau. Les systèmes étaient toujours, par exemple à Manchester United, je vous renvoie à l'histoire, c'était toujours dans la famille du 4-4-2. 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1. C'est toujours ou 2 attaquants, ou un 9,5, un joueur derrière l'attaquant, ou un meneur de jeu en fonction du profil qu'il avait. Mais c'est toujours dans la même famille. On n'a jamais vu un Alex Ferguson, par exemple, jouer avec une défense à 3 et produire. Non, pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, il a tout gagné. Donc,
comme quoi, et là je vais arriver dans un second temps, c'était son système tactique. Arsène Wenger, jusqu'aux dernières années, avec l'avènement d'une défense à 3 qui est revenue, hein. Cette défense à 3 est revenue plus ou moins il y a à peu près 6-7 ans. On m'a dit que dans le passé, à l'époque, il y a très très longtemps, peut-être la télé est en noir et blanc, il y avait ces systèmes de jeu où les défenses jouaient à 3. Mais en tous les cas, dans le football moderne, c'est arrivé qu'il y a 6-7 ans. Donc Arsène Wenger, par exemple, sur les 2 dernières années, il a testé. Mais on a l'impression que c'est plus adapté à des circonstances ou au nouveau système tactique plutôt qu'à une conviction profonde. La plupart de son temps à Arsenal était toujours dans ce système du 4-4-1-1, 4-4-2, 4-2-3-1, qui est pour moi la même famille. C'est un joueur, l'utilité et la fonction d'un joueur qui permettait de... Donc, le système tactique est une chose, l'animation de ces systèmes tactiques est aussi important que ce système tactique. Donc, par exemple, j'ai déjà analysé ou vu, et c'est ça qui m'intéresse le plus, et même je suis complètement d'accord avec cette idée de Andil Haq ben Taqad, entre le haq et taqad de l'île ou nahar, il y a une différence. Et donc, quand je vais parler de ce qui est intéressant. Quand certains critiquent ou certains parlent de la manière dont on joue et des systèmes dont on joue, et qui n'arrivent pas à décrypter même, alors que c'est pas très difficile, mais je leur trouve une excuse, qui n'arrive pas à décrypter par exemple notre milieu de terrain tel que l'on a joué pas mal de matchs. Je dis, et c'est ça qui est important pour moi, et la manière dont je vois les choses, c'est un exemple, hein, le milieu de terrain est un exemple. Aujourd'hui, ils ont joué en 4-3-3. Je parle de professionnels à la télé qui viennent parler. Non, moi je les ai plus vus jouer en 4-2-3-1. Moi je les ai plus vus jouer en 4-1-4-1. Donc ça c'est peut-être pourquoi, c'est peut-être pas par incompétence, mais plutôt par rapport à l'aspect flexible de ce milieu de terrain, par rapport à l'aspect modulable de ce milieu de terrain, et ça a un rapport directement avec ce qu'on appelle l'animation. Donc on met en place, parce qu'on est convaincu, ou parce un système tactique, et ensuite il y a l'animation de ce système tactique qui s'opère. Et donc ça c'est comment c'est pas le photo des laïbin et ils font ce qu'ils veulent. Non, ça c'est du ce qu'on appelle practice, c'est des séances d'entraînement, c'est des choses bien précises via des exercices, via de la vidéo, via de la répétition d'exercices, via du travail de circuit préférentiel que l'on veut voir. C'est pas des choses au hasard. C'est pas on arrive sur des terrains, tu gagnes par exemple une CAN et 35 matchs sans parce que ça c'est l'autre sujet de l'après Coupe d'Afrique 2019, c'est 35 matchs sans défaite. On n'a pas été juste été en haut de cette pyramide de l'Afrique. On l'a été durant la CAN, on l'a été pendant 3 années. On était au-dessus, on gagnait tout. Donc ça c'est pas des choses, il n'y a aucun hasard là-dedans. Il y a Tawfiq min Allah, bien sûr, mais bien, vous savez que Tawfiq min Allah s'obtient c'est aide-toi, lui seul t'aidera. Donc c'est tout ce que tu mets en place, c'est tout le travail, toute la débauche d'énergie, toute l'analyse et toute la réflexion que tu peux mettre dans ton métier, et ensuite tu as Tawfiq min Allah. Donc c'est ça qu'on a mis en place. Et donc sur cet aspect pour moi le système de jeu et l'animation de ce système de jeu est essentiel. Et ça a un rapport avec quoi? Aux futurs, je parle aux futurs entraîneurs. Je suis rentré un peu plus profondément dans du technique, parce que je sais qu'il y a certains qui veulent épouser cette fonction-là. Donc ça sera vos convictions, votre avis profond de la perception que vous avez du football et de la manière, parce que normalement un entraîneur qui est là, qui est dans cette salle, il doit déjà avoir envie au fond de lui, sinon il y a un problème. Sinon Marache, je ne sais pas s'il a compris ce qu'était l'essence de ce métier-là. Il doit déjà avoir comme ça des idées. Il doit déjà se dire, moi, si demain j'ai une équipe, même le Barahim, même Skhar, même n'importe quoi, je veux les faire jouer de telle manière, parce que c'est ce football-là qui me plaît. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça. Ça, c'est très très important. Personne ne peut copier. Moi, je ne vais pas copier Pep ou je vais copier. Je vais m'inspirer. Je vais observer. Je vais être très très. Alors, j'invite aussi ça. J'ai passé mes diplômes.
J'ai eu les diplômes qui sont requis, à savoir le diplôme l'AFC Pro pour le coup. Moi, je suis juste dans la région de l'Asie, donc l'AFC professionnel. Ça, c'est une chose. Il y en a beaucoup qui ont des diplômes. Même en Algérie, il y en a beaucoup qui ont des diplômes. Partout dans le monde, il y a beaucoup qui ont des diplômes. Donc ça, la théorie, elle est incontournable. C'est comme un exemple aussi simple, aussi bête. Il y a beaucoup de gens qui savent conduire une voiture et qui n'ont pas le permis. Donc, et il y a le contraire aussi qui existe aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui ont le permis et qui ne savent pas conduire une voiture. Et ben dans le coaching, c'est pareil. Il y a beaucoup qui peut-être n'ont pas encore les diplômes. C'est une obligation, tu dois avoir ton diplôme. Sinon de manière, les clubs ou les sélections nationales ne t'autorisent pas à signer des contrats. Mais après, il y a toi, ta vision. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Alors moi, j'ai eu comme instructeur, j'ai eu le monsieur Eric Rottweiler s'appelait. Rottweiler, c'est l'instructeur de Klopp et les plus connus, hein, Klopp et Tuchel du Bayern de Munich, Klopp de Liverpool et Tuchel. Donc on a eu, c'était notre instructeur là, donc quelqu'un qui a été lui-même entraîneur adjoint avec, je crois, Bertie Vogts dans certaines coupes du monde. Donc on a eu, alhamdoulilah, on a eu la chance d'avoir un vrai professeur. Il y a des choses qu'on a. Alors lui, c'est un vrai professeur et c'est lui qui délivre le sésame, à savoir le diplôme d'entraîneur qui te permet d'être entraîneur, mais lui-même, parce que c'est la question que je lui ai posée, il n'a été qu'entraîneur adjoint. Donc tu te dis qui est c'est lui qui est censé me donner les clés pour devenir demain un entraîneur à succès. Comment lui-même n'est pas entraîneur, ben, il est très capable de t'instruire, il est très capable dans la théorie, généralement, un peu de pratique aussi, sur les séances et la méthodologie des entraînements, très capable de faire ça. Mais ça devient quelque chose d'autre quand demain, tu lui donnes un groupe et tu lui dis maintenant que ce groupe-là, et toutes les équipes veulent ça normalement, avec ces clubs, on veut l'avoir triomphé. On veut l'avoir peut-être pas, c'est pas toutes les équipes qui peuvent être numéro 1. Il y a toujours, dans un championnat, il y a 20 équipes, il y en a 19 qui ne vont pas être numéro 1. Donc, mais te voir triompher. Et donc ça va être toi, tu vas être tout seul dans ton univers. Tu as beau être même d'ailleurs dans un staff, on dit souvent, moi il y a mon staff qui est là qui ne vont pas être content peut-être, mais par exemple on dit souvent, quand tu gagnes, j'ai un staff magnifique, des frères solidaires, compétents, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Mais ce que je veux dire par là, et c'est une réalité qui est indéniable, c'est comme ça que ça fait le football. Quand on gagne, on est énormément. Bon, le staff, c'est sûr, mais il y a les joueurs, les supporters, le chauffeur du bus, ben ça, quand tu perds, tu deviens tout seul. Tu portes la responsabilité de cet échec-là. Certes, il y a un staff qui est proche et qui est là, mais c'est toi le commandant de bord. Donc, via ça, vous devez comprendre qu'il y a un parcours personnel à avoir, il y a des convictions à avoir, il y a une personnalité à avoir. Donc voilà la différence entre, un grand coach, un coach à succès, et une majorité de coachs et avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que je vous ai dit qu'il y a toujours un coach qui gagne, parce qu'il n'y a qu'un premier dans une compétition, que ce soit une CAN, une Coupe du Monde, dans un championnat, il n'y a qu'un premier, mais il y a d'autres coachs, tu ne gagneras peut-être pas, il y a des coachs qui ont coaché beaucoup, une majorité d'ailleurs, qui ont fait toute une carrière sans gagner un titre. Et ils étaient pour autant, ils avaient toujours du travail, ils ont toujours travaillé, ils ont toujours été de club en club, peut-être des fois des sélections, et ils n'ont jamais, que ce soit des locaux, que ce soit des internationaux, que ce soit en France, j'ai des noms en tête d'entraîneurs à qui on a donné un titre de grand tacticien, de grand coach, de grands trucs, et quand tu regardes le CV, il a coaché 35 ans, pas gagné une coupe régionale. Laquelle ils ont estimé que c'était un grand coach. Donc ça c'est encore un autre débat, mais ça c'est pour donner, pour dire surtout et insister sur le fait qu'il y a tout ce que vous allez faire de manière théorique et après il va y avoir, et c'est important de l'avoir dès maintenant, le développer maintenant, le nourrir maintenant, votre démarche personnelle, vos convictions personnelles. Et ça passe pour la passion la passion du métier, pas passion dunya, mais du métier dans lequel vous faites, l'amour que vous avez pour ce métier-là. Si vous ne l'avez pas, changez dès maintenant de voie,
bifurquer, aller dans un autre truc, c'est tellement dur, c'est tellement difficile. C'est pas pour vous mettre avoir un discours pessimiste. Non, c'est un discours hyper réaliste et hyper optimiste. Si vous avez ça dans le cœur, si vous avez ça dans les tripes, allez-y à fond, tout et tout. Mais pour ça, il va falloir résister à beaucoup de choses. Il va falloir beaucoup s'investir. Je vais terminer juste sur après. On a parlé du système de jeu, on a parlé de l'animation, je vous ai dit qui est essentiel. Et on va parler maintenant rapidement, on va passer rapidement à ça. Sur les plans de jeu, nous par exemple, on a le football algérien, où l'Algérien, le profil même du joueur algérien, il est spécifique. Le joueur algérien n'est pas un joueur ougandais. Le joueur algérien n'est pas un joueur, je sais pas comment dire, c'est pas un joueur c'est pas un joueur tel qu'on les avait avant au Royaume-Uni, où ils étaient dans un football très direct, ce qu'on appelait à l'époque kick and rush, des longs ballons, des déviations, et c'est plus trop ça maintenant. Mais plus ou moins c'est ça. Le profil du joueur algérien, c'est un joueur, si on voulait le définir, c'est un joueur qui est habile techniquement, qui a cette capacité à jouer dans les petits espaces, qui aime, j'en ai fait partie, qui aime le spectacle, qui aime le beau jeu, qui aime le truc. Mais donc ça, c'est une réalité sur laquelle on ne peut pas. Je ne veux pas dire à Riyad, je ne vais pas dire à Youssef Blaili, joue comme ça, joue un football complètement différent. Non, je veux prendre tes qualités et les mettre au service de l'équipe et faire en sorte. Mais moi, l'objectif, c'est de gagner. Moi, ce que je veux, c'est gagner. Donc, est-ce qu'on a beaucoup gagné? Et je parle de titres. Quand je ne les ai pas vus, malgré que je voyais bien quand je suis arrivé. C'est maintenant que je ne vois pas. Mais ça, quand je suis arrivé, j'ai regardé la vitrine. Je n'ai pas vu de titre à l'intérieur. Je n'ai pas vu de coupe, moi, à la fédération. Je les répète souvent, ça. Donc, on a, et je vous l'ai dit, de gagner, d'être le premier, d'être l'équipe la première, d'être au-dessus de tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'on a aussi peu gagné. Mais j'ai pas vu ça. Donc, est-ce que ce football, ce profil de footballeur que l'on a, à savoir ce jeu technique, ce jeu fait de passes courtes, de créativité, un peu de spectacle, qu'est-ce qui nous a ramené in fine? Il nous a ramené des émotions. Frahna, quand on a vu 82, nos fameux joueurs battre l'Allemagne. Frahna sur plusieurs matchs, sur des générations. Frahna, qu'est-ce qui nous a donné comme titre? Donc ça dépend de ce que l'on veut avoir. Et je peux comprendre aussi, en plus, la philosophie de ceux qui pensent nous, le plus important, c'est le plus important, c'est que je vois du beau football et que bon, moi, je suis un peu dans ça, mais je suis aussi beaucoup dans je veux gagner. Donc déjà, cet exercice d'interaction, ça veut dire, je me suis exprimé, j'ai donné ma position. J'insiste sur le fait que c'est ma position, ma vision des choses, et qu'elle est à prendre avec beaucoup de. Vous, après de là, vous devez être amené à réfléchir. Il y a peut-être des éléments qui vont vous parler, qui vont vous permettre de réfléchir. Mais en aucun cas, c'est une vérité ultime. Loin de là, j'insiste là-dessus. Et j'aime l'interaction, j'aime l'échange. J'ai un petit dicton, pareil, qui me parle, on dit, si j'ai une pomme et tu as une pomme, et que nous échangeons nos pommes, on aura tout le temps une pomme chacun. Tandis que si j'ai une idée et toi tu as une idée et nous échangeons nos idées, on aura tous les deux deux idées chacun. Donc voilà pourquoi j'aime l'interaction et j'aime l'échange. Pour revenir à la question de notre sœur, bon, je pense avoir quand même ratissé large pour expliquer un petit peu les raisons du succès de cette compétition. Ce que je peux juste rajouter, c'est qu'effectivement, quand c'était la première édition à 24 équipes. Donc, généralement, quand on sortait des groupes de Coupe d'Afrique, tu finissais premier ou tu finissais deuxième, parce que c'est les deux premiers qui passent dans chaque groupe, tu allais directement en quart de finale. Pour la première fois, l'édition en Égypte était une édition à 24 équipes où tu devais passer encore par un huitième de finale, ce qui rendait la compétition encore plus âpre et plus difficile. Nous, je l'ai bien, je pense, assez bien survolé tous les éléments, mais nous, par exemple, il y avait des choses, d'autres éléments peut-être que je vais vous rajouter. On avait par exemple l'habitude de mal démarrer toutes nos Coupes d'Afrique. Si vous les regardez, si vous analysez, vous verrez qu'on a beaucoup de cannes où l'équipe nationale d'Algérie démarre mal. Et quand on démarre mal dans un tournoi, on est tout de suite sous pression. Nous, on fait, je vais parler un peu de 2021 rapidement pour vous expliquer de 2019. Quand on fait ce match nul contre le Sierra Leone à la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun,
on se met tout de suite dans la difficulté. Mais déjà, on est déjà mentalement, psychologiquement, déjà c'est quelque chose qui nous... On a été comme une bête blessée, mais pas une bête blessée qui a su bien réagir. Bon, il y a d'autres circonstances, hein. Je vais parler juste de cet aspect-là. Une bête blessée qui a mal réagi. On a été touché dans notre orgueil, on n'était pas bien. Et d'ailleurs, on n'a pas eu la réaction qu'il fallait. D'ailleurs, après ce deuxième match, contre la Guinée équatoriale, on perd. Et puis, on était dans cette idée de 35 matchs sans perdre. 5 jours plus tôt, on met 3-0 au Ghana, à Doha, et on vient faire un match nul, avec tous les respects qu'on a pour toutes les nations. On vient faire 0-0 contre le Sierra Leone. Donc, on n'était pas bien. Donc, l'idée de bien démarrer un tournoi est essentielle et on en a beaucoup discuté. Et donc, on l'a bien fait en 2019, on l'a moins bien fait en 2021. C'est pas qu'une question de... Il y a un adversaire en face. Donc là, on va jouer contre l'Angola, par exemple, sur la prochaine Coupe d'Afrique. On sait qu'il faut absolument bien démarrer. Quand tu es lancé comme ça, psychologiquement, il y a quelque chose qui se déverrouille. Vas-y, c'est bon. Première victoire, elle a été obtenue. Et souvent, ce premier match est obtenu jamais de manière très brillante, hein. Si vous regardez par exemple le champion d'Afrique, justement au Cameroun, qui a été le Sénégal, vous voyez qu'il fait un premier match où il gagne à la 97e minute contre le Zimbabwe sur un penalty, plus que litigé à la Koulihel. Donc 1-0 contre le Zimbabwe. Donc, mais il passe. Je vous invite aux étudiants d'aller vers... surtout ceux qui veulent se spécialiser dans cette fonction de coach, d'entraîneur, de football, hein, d'aller à l'étude de là où beaucoup de grands entraîneurs s'inspirent. Monsieur Frade, c'est un Portugais. Vous voyez aujourd'hui, l'école portugaise, c'est l'école qui prédomine. Mourinho a été l'instigateur. Ça a été le premier à gagner ça a été le premier à lancer cette vague d'entraîneurs portugais. Vous voyez qu'ils sont un peu répandus partout dans le monde maintenant et qu'ils occupent des grosses fonctions. Donc c'est un football qui est respecté et les coachs portugais ont une vraie grande réputation. Pourquoi je dis ça? On va dire celui qui a inspiré tous ces entraîneurs et a commencé par Mourinho, c'est Monsieur Frade. Ils viennent tous de l'université, je crois qu'elle est à Porto, l'université du sport à Porto, et notamment sur un point qui s'appelle la périodisation tactique. Cette périodisation tactique, ce travail-là, c'est un travail que Pep, sur lequel Pep bosse, Mourinho et tous les entraîneurs portugais. C'est quoi le contenu de cette périodisation tactique? C'est tout ce que tu viens de dire, à savoir englober dans les séances d'entraînement et dans le travail tout ce qui est technique, tactique, physique, mais j'ai envie de dire psychologique sur le terrain, à savoir aujourd'hui on ne peut plus compartimenter, même si parfois on le fait, en tout cas pour ces entraîneurs dont je viens de vous citer, tous ces entraîneurs portugais, Pep Guardiola, Mourinho et beaucoup d'autres, on n'a plus le temps pour ça. Les séances, vous savez, il y a ce qu'on appelle la charge de travail. Les séances durent un certain temps, en fonction des jours, en fonction de la semaine, en fonction du match qui est à venir. Bien sûr, on travaille pour une compétition bien précise. Et donc, il y a une charge de travail à respecter. Et cette périodisation tactique, elle comporte tout ça. On ne dissocie plus maintenant d'un entraînement où aujourd'hui, voilà, par exemple aujourd'hui, je veux travailler tout ce qui est force ou puissance. Je veux travailler ça. Ces entraîneurs-là, tu ne peux pas venir en tant que préparateur physique leur dire, coach, j'ai besoin de 30 minutes comme ça se fait chez d'autres entraîneurs qui ne sont pas dans cette école-là, ou surtout à l'époque. À l'époque, il y avait le préparateur physique, il prend son groupe et il prend une demi-heure. Mais aujourd'hui, moi, j'ai 1h15, 1h20 de séance. Je veux tout intégrer, moi. Eux, ils partent du principe que... parce que là, celui qui a posé la question. Voilà, juste Ben Choufou. Donc, ces entraîneurs-là, ils partent du match. Ils partent du match et ils se disent, voilà, comment je fais pour arriver prêt à ce match-là. Donc, toutes mes séances d'entraînement, elles doivent être liées directement au match. Si je commence à faire, par exemple, un travail d'intermittent, le préparateur physique prend mes trucs sans ballon, sans rien du tout. À la limite, le préparateur physique, il fait ça,
Mais il faut qu'il y ait le ballon intégré. Il faut même qu'il y ait des phases de jeu intégrées. Et là, on rentre sur le tactique. Donc, je travaille sur l'aspect de la puissance ou de l'intermittent, via l'intermittent ou quoi, avec l'aspect tactique. Je peux très bien faire ça, avec par exemple du travail au poste. Donc, il n'y a plus maintenant... en gros, ce que je veux dire maintenant, tout est mêlé, tout est englobé pour que le joueur fasse tout ce qui ressemble au match. Alors, je fais tel effort dans telle situation, donc une situation par exemple tactique, mais je dois faire un effort physique et en même temps je dois réaliser, par exemple, je vais vous donner une situation bien précise. Nous sommes dans un bloc bas, par exemple. Hein. Donc déjà on est dans un aspect tactique. Voilà comment on va jouer. On a une récupération de ballon. Donc maintenant je suis dans un aspect de transition où je veux aller vite. Je vais donner le match de la Guinée, c'est pour ça que je reprends ce même exemple. Donc je dois récupérer le ballon, je dois faire une passe vers l'avant, je dois être précis, donc je suis dans un travail technique. Mais donc j'étais tactiquement dans une certaine situation, techniquement j'ai fait cette passe-là, j'ai fait un appel, l'appel je le fais en marchant, là je le fais en courant. Je le fais en courant à haute intensité, donc je suis dans un travail athlétique. Je fais ça, ensuite on me remet un ballon, c'est fatal contre la Guinée. Je dois faire une passe précise, je n'ai pas fait 60 mètres pour arriver devant là-bas et faire un centre derrière le but, ou là un centre pour l'adversaire, ou un centre pour le gardien. Non, je veux mettre le ballon pour mon attaquant. Donc je dois m'appliquer. Je suis de nouveau dans un aspect technique. Alors on a tout eu d'un coup. On a eu l'aspect technique, on a eu l'aspect tactique, on a eu l'aspect physique. Après sur l'aspect mental, 70e ou 80e minute, ou des matchs où on a été jusqu'au bout. Match Nigeria, où on arrive, on est au bout du rouleau, c'est la 92e minute ou là, la 94e minute. Voilà, Riyad, qu'il faut qu'il garde l'aspect. Alors, je vais donner le. On parle football, je vous dis, on parlera jusqu'à demain. Je vais donner l'action, parce qu'on voit le coup franc de Riyad. Avant le coup franc de Riyad, qu'est-ce qui se passe? Il y a Ismaïl Benasser. C'est lui qui crée la faute. C'est sur lui qu'il y a la faute. S'il n'y a pas la faute, il n'y a pas le coup franc. Il n'y a peut-être pas ce but, on va peut-être au pénalty, on perd au pénalty, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Donc regardez comment c'est important. La position d'Ismaïl, c'est une position tactique. C'est-à-dire qu'on est en train d'attaquer, et pendant qu'on attaque, il faut qu'il y ait un milieu de terrain qui soit en place et qui soit dans des zones bien précises. Moi, je ne suis pas le spectateur, il regarde là où il y a le ballon, il suit le ballon, il regarde le ballon, ça centre, il reçoit le ballon, comme au tennis. Tout le monde suit la balle. Un entraîneur, c'est pas ça qu'il fait. Un entraîneur, il y a une action qui se fait, il est déjà en train de regarder les autres, comment ils sont placés. Parce que dans 2 secondes ou 1 seconde, on peut perdre la balle. Et comment on est organisé? Donc, il y a un placement à voir. Il y a ce qu'on appelle le marquage, par exemple, préventif. Il faut être proche d'un truc. Et puis, des zones qu'il faut occuper. Ismaël occupe la bonne zone. Riyad fait un truc, une action, elle revient dans la zone où Ismaël doit être. Il récupère ce ballon-là. Donc déjà, tactiquement, il est en place. Voilà le travail. Il part avec le ballon, il se fait faucher. Il est dans un aspect technique où il est là, il maîtrise bien le ballon. Voilà, après. Donc, pour moi, tout est ce que tu viens de dire, c'est une question très très importante. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller regarder ce que Frade, F-R-A-D-E, Frade ou Fradé. Tous les grands coachs, Victor Fradé. Tous les grands coachs modernes s'inspirent de cela. Je suis en train de lui faire sa publicité. Demain, Inch'Allah, ça sera un Algérien qui inventera voilà, des aspects de jeu, une manière de voir le football, des entraînements spécifiques. Donc aujourd'hui, le football tend vers là, vers faire des séances où tout doit être combiné. On dissocie plus les différents secteurs de travail.